commandeur Shmoné Jameson débarque sans prévenir d'un pas décidé au labo LifeTech d'Esrim. Il en impose par son physique et son air impressionnant de détermination. Dans le petit labo face à lui, appuyé sur le mur immaculé, se tient la frêle Teisha. Il va falloir ne pas me raconter d'histoire. Je sais que tu es la collaboratrice, mais aussi la meilleure amie d'Esrim Patterson. Tu sais qui est F.S. Patterson, son père, une personne des plus importantes de notre territoire. Je veux la vérité de ta bouche, avant que je ne perde mon temps à la découvrir dans les mémoires de ces machines. Il montre les ordinateurs du labo. Qui est cette Sheva, et comment l'a-t-il rencontrée? Très impressionnée, presque tremblante, Teisha sent qu'elle doit livrer tout ce qu'elle sait. Elle ne veut en aucun cas être mêlée à cette étrange histoire de disparition. Il m'en a parlé la première fois, ici, discrètement. Il m'a dit qu'elle s'était présentée chez lui via l'holobim par un canal de messages inhabituel, un canal secret. Apparemment, elle lui a plu tout de suite. Je lui ai fait remarquer que cela pourrait être un piège avec une APR. Enfin, tu vois bien ce que je veux dire. Il m'a répondu que non, que ce n'était pas son intuition. Elle disait s'appeler Sheva et être membre de l'upper class. Il me disait aussi qu'elle était très belle et envoûtante. Il a reçu un autre HMS d'elle où elle disait qu'elle lui fixerait bientôt un rendez-vous, mais il ne savait pas encore où. Voilà, c'est tout ce que je sais. Depuis, on devait se revoir ici avec Esrim, comme d'habitude, pour nos travaux communs, mais il n'est jamais revenu au labo. Il ne t'a pas parlé d'une vraie rencontre avec elle? Non. Ni du projet de séjour et d'union? Non plus. En fait, cette Sheva n'existe pas. Son live profil est un faux. Nous avons arrêté le hacker qui a créé son profil. Il s'appelle Shivim Benson. Tu as déjà entendu parler de lui? Bien sûr que non. Je ne connais pas de hacker. Et le couple Arba et Ramishim, ces noms te disent quelque chose? Non. Elle réfléchit un moment. Attends. Tu parles peut-être d'Arba et Ramishim Anderson? Oui. Tu les connais? Je ne les ai jamais rencontrés. Mais ils sont un couple de scientifiques renommés au sein de LifeTech. Bien. Tes déclarations sont enregistrées. Quelque chose d'autre à ajouter? S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Je le connais parfaitement bien. C'est un gentil garçon. Je suis certaine qu'il se sera laissé entraîner par cette fille. Nos chimères sont à leur trousse. Évidemment, je tiens compte qu'il soit le fils d'F.S. Patterson. S'il cherchait à te contacter, préviens-moi aussitôt. Mais je pense que je serai au parfum avant toi. Le commandeur repart comme il est venu, sans plus d'amabilité et d'égard pour Teisha. Il ne peut s'expliquer qui est vraiment Sheva, ni d'où elle vient. Les robots enquêteurs du commandeur ont fouillé du côté du fichier des robots prostitués. Il n'en manque aucun à l'appel. Il a fait vérifier les entrées et sorties par les stratoports d'Auckland et de Wellington, aéroports des avions stratosphériques qui permettent des déplacements vers d'autres territoires du monde technologique. Rien. Il a ordonné l'inspection des archives de tous les labos LifeTech qui s'occupent de la reproduction des habitants du territoire. Toujours rien. Cette Sheva n'a pas de nanopuce implantée, ou alors on l'aurait désactivée, ce qui est une affaire de professionnel. Elle pourrait être la créature d'une de ces sectes transhumanistes qui se terrent dans les sous-sols du No Man's Land. Elle aurait été envoyée afin de séduire Esrim et le ramener avec elle. Ensuite, la secte l'obligerait à participer à d'importants travaux de génétique. Cette piste lui semble la plus probable. Cela correspond bien à l'endroit où la brigade de chimères a retrouvé les dernières traces des deux fugitifs en face du No Man's Land, sur la plage de Roy's Beach. Sa conviction semble désormais établie. Il a d'ailleurs lancé dans un premier temps les recherches dans ce secteur, à l'aide de nombreux drones. Pour le moment, il serait inutile et sûrement dangereux d'envoyer une équipe de chimères dans le No Man's Land sans but précis. Le commandeur sait bien que le temps joue en sa faveur. Les deux fugitifs ont peu de chances de rester non localisables longtemps. Sarah Patterson le harcèle pour qu'il lui ramène son fils à la villa le plus vite possible. L'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du gouverneur Shevim Johnson qui ne décolère pas et le harcèle aussi. Car Esrim n'est pas que le fils d'F.S. Patterson, il est aussi et surtout le meilleur élément scientifique qui contribue au projet le plus important de l'ère Gemonic Time sur le territoire. Tous les labos des territoires du monde technologique sont dans une saine concurrence, afin de trouver en premier les découvertes les plus importantes. Ce serait un échec politique personnel pour le gouverneur de ne pas le retrouver, et la certitude pour le commandeur d'être sur un siège éjectable en cas d'échec de sa mission d'enquête. Le gouverneur en fait donc sa priorité absolue. En conséquence, le commandeur a reçu du gouvernorat tous les moyens possibles en chimère, en RI
Robots Investigator et en matériel volant de tous ordres pour son enquête. Esrim ne doute pas un instant que le commandeur Jameson a déjà lancé ses lignées à leur trousse. La brigade de chimères ne rentrera pas dans le No Man's Land sans un plan précis. Celui-ci consiste d'abord en un quadrillage aérien de la zone de recherche supposée. Esrim se doute qu'ils sont sûrement déjà repérés malgré leur cheminement sous une végétation dense. Les drones sont équipés de détecteurs de chaleur infrarouge. Il est clair pour le commandeur que s'ils font le choix de s'enfoncer vers l'intérieur du No Man's Land, c'est qu'ils suivent un chemin vers un but précis où on les attend. Sinon pour lui ça serait une pure folie. Même les brigades de chimères les plus rompues à la traque ne s'y aventurent pas. Seule une unité de l'armée spécialement formée, la SOF, Special Operations Force, intervient dans des cas extrêmes afin de libérer un otage membre de l'upper class. Le commandeur a fixé l'endroit où sa brigade interviendra à l'aide d'un AFV, Armored Flying Vehicle. Les chimères et leurs maîtres devront alors atterrir dans une crique choisie pour la facilité à s'y replier, puis intercepter les deux fugitifs en un temps record. Les brigades doivent éviter à tout prix un affrontement direct avec les parias et reclus de tout poil, tous extrêmement violents, qui peuplent le No Man's Land. Il faut beaucoup de temps et de moyens pour former une chimère au maintien de l'ordre. Le gouvernorat ne veut en aucun cas des pertes inutiles. Je n'en peux plus. Arrêtons-nous un peu ici. Il nous faut absolument trouver de l'eau. Contrairement à Sheva, Esrim n'a pas la condition physique nécessaire. Certes, il est jeune, mais peu aguerri. De plus, il n'a pas la force mentale de Sheva. Elle s'en est très vite aperçue et elle a pris naturellement le leadership. Je suis préparé pour les situations de survie. Ça fait partie de ma formation militaire. Tu vois cette plante? Je la connais. C'est une sorte d'arbre du voyageur. On peut se désaltérer facilement avec la sève contenue à l'intérieur des tiges. Sheva tord une tige de la plante, puis elle l'entortille et l'étend jusqu'à la rupture. Elle tend à Esrim un bout de la tige et garde l'autre. Tiens, aspire comme ceci, voilà. Tu sens la sève qui t'arrive en bouche? Oui, c'est extra ton truc. Le goût est un peu bizarre. Il faudra nous en contenter. Attends, chut. Ils entendent un bruit comme un gros souffle du côté de la mer. Un AFV vient d'atterrir sur une petite crique à une centaine de mètres. Esrim prend un air affolé. Vite, sauvons-nous, les chimères vont débarquer, par ici, dans la forêt. Le maître chimère sort en premier, suivi de 4 chimères. Il les tient tous avec des chaînes assez longues. Les chimères sont entravées au niveau du thorax. Les têtes de chiens sont impressionnantes. Elles ressemblent vraiment à la race Doberman. Le même museau allongé, les mêmes oreilles dressées et pointues, et les mêmes yeux vifs et cruels qui les caractérisent. Leurs pattes sont puissantes et agiles. Le tronc et les membres supérieurs sont, eux, d'apparence humaine, à ceci près que les mains sont épaisses et les doigts pourvus d'énormes griffes. Leur robe de poils courts est de teinte anthracite. Les chimères portent une sorte de vêtement collant noir qui couvre de l'abdomen aux cuisses. Une muselière les réduit pratiquement au silence. Seuls quelques gémissements ou grognements se font faiblement entendre. Quand les chimères se tiennent debout, leur taille atteint facilement les 3 mètres. Tout à coup, le maître chimère demande abruptement le calme. Il donne ses ordres aux chimères qui se sont mises à 4 pattes, puis il les libère de leur muselière. Enfin, il pousse un cri, lâche leur bride et c'est là la lie. Les chimères sont lâchées et elles partent à toute allure dans la direction d'Esrim et Sheva, qui courent aussi vite qu'ils peuvent en zigzagant entre les arbres. Soudain, ils entendent une voix qui leur crie « Par ici! Dépêchez-vous !» Ils se précipitent en direction de la voix, puis s'engouffrent à travers un épais taillis. La voie les invite à pénétrer par une ouverture de forme ovale dans le sol, puis une trappe recouverte de végétation bascule derrière eux. Ils se retrouvent dans le noir complet.